Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un podcast en compagnie de Briac Châtelet et de moi-même Hugues de Mascarel. Du coup nous représentons l'association Zolti. Donc cette association a été créée du coup par des étudiants de l'ILERI et elle a pour vocation de découvrir l'intelligence économique, qui est un domaine qui est peu connu du grand public mais qui nous impacte toutes et tous. On vous propose régulièrement, on va dire, des veilles liées à l'actualité géopolitique et des analyses liées surtout à l'intelligence économique. Et aujourd'hui, du coup, on débute une série de podcasts où justement on va interviewer des personnalités spécialistes dans ce domaine. Et quoi de mieux que commencer aujourd'hui, du coup, avec monsieur Alexandre Lerettre et David Gendreau, qui vont nous parler du coup de leur parcours, des productions qu'ils ont pu effectuer. Et on va parler de tout ça, du coup, aujourd'hui avec vous. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vous laisse le soin, du coup, de vous présenter, chacun votre tour, d'expliquer un peu votre parcours et ensuite on commencera sur les questions. C'est moi qui commence. Allez, commence. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc, Alexandre Lerettre, donc je suis réalisateur documentaire. Au niveau de mon parcours, j'ai eu un bac littéraire, si on repart de là, et ensuite des études assez classiques à la fac de sciences politiques. À Paris 8 et à la Sorbonne. Et à la fin, je me suis spécialisé dans un master spécialisé d'intelligence économique à l'université de Cergy. Et puis, c'est à cette époque-là, c'était pendant ma dernière année, on en reparlera, je pense que David Gendreau, mon co-réalisateur, m'avait contacté pour me parler de l'affaire Alstom. Donc, c'était parti de là. Et donc voilà, donc on a fait 2 films après ça, une web-série et je donne des cours également à l'ILERI et je fais aussi des piges pour un média qui s'appelle Off Investigation et je fais aussi de la bande dessinée sur mon temps libre. Voilà. Tu fais beaucoup de choses. On ne dirait pas, mais en fait si. Donc moi c'est David Gendreau. Donc si je l'ai contacté quand il faisait ses études d'intelligence économique, c'est parce qu'on s'est connus. On avait tous les deux passé un bac littéraire en fait. On était dans le même lycée et à l'époque on faisait des courts métrages ensemble. C'est vrai. On a même passé le bac cinéma ensemble. Et donc on s'est connus à cette époque-là. Et Alexandre a la particularité, même s'il a un parcours universitaire, de faire de la bande dessinée, donc il a une dimension très visuelle. Et moi, à l'opposé, c'est-à-dire que j'ai fait par contre un parcours cinéma, audiovisuel, mais je me suis toujours intéressé aux questions de géopolitique et d'intelligence économique. Et c'est ce qui fait que, je sais plus, c'était en 2015, je lui propose de faire un documentaire sur l'affaire Alstom. Parce qu'en fait, on se connaissait bien, on travaillait tous les deux, on avait déjà travaillé ensemble, et on avait des sujets en commun, en fait, à la fois visuels, le cinéma, la bande dessinée, et en même temps plus politique, plus géopolitique, plus économique. Et l'affaire Alstom, à l'époque, n'avait pas du tout été traitée, et on a trouvé que ça ferait un super film. Et donc on s'est lancé un peu comme ça dans cette aventure un peu inattendue à l'époque, de se lancer dans un documentaire qui allait finalement avoir un certain impact. Ce documentaire Alstom, c'était le premier pour vous, du coup, Ouais. avec vos études, etc. Ok. Ouais. Donc directement, vous êtes lancé quand même dans on va dire dans un sujet qui est l'intelligence économique. Avec l'affaire Alstom, c'est directement un premier parti pris quand même. Ouais, tout à fait. Ce sujet. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça regroupait plein de. En fait, l'affaire Alstom regroupait. Alors, juste pour cadrer peut-être un tout petit peu, peut-être pour ceux qui connaissent pas l'affaire Alstom. L'affaire Alstom, donc c'est une entreprise, Alstom, une grande entreprise française dans l'énergie et un petit peu dans le transport, mais en fait surtout dans l'énergie à l'époque, parce que c'est eux qui ont fait les TGV, ils sont connus pour ça, mais en fait 70% de leur activité c'était l'énergie, et a été absorbé par son concurrent américain General Electric. Et tout le monde à l'époque, quand c'est arrivé en 2014, avait dit c'est super, voilà, ça offre des grandes perspectives pour les salariés d'Alstom. Et en fait, à la même période, le département de la justice américain arrêtait des cadres d'Alstom pour corruption. Et en fait, ça a créé une pression maximale sur l'entreprise qui a fait qu'au même moment, elle s'est livrée à son concurrent américain et elle s'est vendue. Et nous, ce qu'on y voyait, ce que voyaient d'autres personnes, c'est qu'il y avait peut-être une stratégie, en fait. Peut-être qu'il y avait une pression qui avait été mise sur l'entreprise française pour se faire racheter par son concurrent américain. Et nous, en fait, voilà pourquoi je cadre le sujet Alstom, c'est que nous, à l'époque, ça regroupait beaucoup de sujets qui nous intéressaient. Ouais. C'est-à-dire les rapports géopolitiques, l'atlantisme, beaucoup, parce que cette vente avait été vue comme quelque chose de très positif à l'époque. Ça a beaucoup changé maintenant. La stratégie.
les services de renseignement. L'espionnage, ouais. L'espionnage. Donc en fait, ça regroupait une dimension quand même assez scandale d'État, parce qu'il faut quand même dire ce qui est. On a vendu quand même un élément très stratégique de nos entreprises, notamment de notre production nucléaire. Donc en fait, ça cristallisait en fait tout un tas de sujets qui, à l'époque, en 2014, étaient des sujets qui étaient sous-évalués dans l'opinion publique et même dans les médias. Vas-y. Du coup, en fait, si vous avez évoqué du coup ces sujets, l'intérêt que vous avez eu pour tout ça, comment est-ce que, donc à l'époque vous étiez indépendant, comment est-ce que vous avez pu lancer ces enquêtes, comment est-ce que vous avez opéré au final? Ça s'est fait de manière assez informelle en fait. Parce que moi en plus j'étais encore étudiant, donc je faisais ça sur mon temps libre. Non, ce qu'on a commencé à faire, en fait, David m'a contacté, si on prend vraiment depuis le début. Il était allé à une conférence débat qui organisait des conférences avec des auteurs qui sortent des bouquins, tout ça. C'est des choses auxquelles il allait souvent à l'époque. Et là, le conférencier du jour à l'époque, c'était Jean-Michel Quatrepoint, qui avait écrit Alstom, un scandale d'État, je crois, chez Fayard. Et donc David m'appelle, il me dit c'est complètement dingue cette histoire. Bon, moi je sais pas de quoi il est en train de me parler. Je me dis bon, est-ce qu'il faut se farcir le bouquin de 300 pages qui va avec? Je lui dis ouais, je jetterai un coup d'œil, mais bon, on me dit non, mais t'inquiète, il y a un rapport de 40 pages qui a été publié à peu près à la même époque, ou peut-être un an avant, je sais plus. Enfin, le rapport un petit peu avant, ouais. D'Éric Dénessé et Leslie Varenne, qui en fait étaient les premiers à avoir travaillé là-dessus. Ils avaient produit une petite étude d'intelligence économique, mais assez synthétique, quoi, un truc de 40-50 pages. C'est un cabinet privé. Okay. Ouais, voilà. Et du coup, ils m'envoient ça, ce qui effectivement est plus simple à lire, c'est un peu plus digeste. Donc j'ai lu ça en une après-midi, je l'ai annoté, là je l'ai rappelé, j'ai dit ouais, effectivement, ça paraît complètement dingue et hallucinant cette histoire. On a laissé le truc un petit peu reposer pendant 2 semaines, et c'est là, au bout de 2 semaines, qu'il m'a dit mais au fait, si on joignait nos forces pour en faire un documentaire, en fait, vu qu'on s'était renseigné entre-temps, on voyait qu'il n'y avait rien sur le sujet. Les gens qui avaient écrit ces rapports ou ce bouquin, ils n'étaient pas invités dans les médias, et on apprendra plus tard qu'en fait, ils ont souvent été déprogrammés, parfois la veille, avant d'en parler, parce que un coup, ça arrangeait pas Bouygues, un coup, ça arrangeait pas machin, enfin, toujours les tambouilles d'actionnaires des grands médias, donc... alors que c'était pas forcément le sujet des enquêtes, mais il se trouve que Bouygues aussi avait été actionnaire d'Alstom pendant un temps. Alors que Jean-Michel Quatrepoint maintenant il est décédé, mais était un très grand journaliste qui a fondé, qui a travaillé dans des grands médias, qui a fondé des grands médias. Enfin, on parle pas de quelqu'un de très marginal. Hein. C'est celui qui avait fait la lettre A, je crois. Ouais, c'est lui qui a fondé la lettre A. Donc c'est pas du tout. On n'est pas sur des journalistes marginaux, quoi. Voilà. Et donc, on s'est lancé là-dedans, mais du coup, de manière assez informelle, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de boîte de production. Au début, on a juste travaillé là-dessus, sur notre temps libre. Et on a commencé tout simplement en relisant attentivement ces 2 ouvrages, et puis on s'était donné un planning où, en gros, il fallait essayer de revérifier tout ce qu'il y avait dedans, pour recouper à chaque fois et d'aller voir les sources qu'il y avait derrière, d'essayer de lire toutes les notes de bas de page. On avait fait une grosse revue de presse aussi, il y avait plusieurs centaines d'articles. On avait compilé tout ce qu'on trouvait sur l'affaire Alstom, et ensuite sur tous les sujets connexes, en fait, parce que ça parle de filière nucléaire, donc tu t'étais farci quelques bouquins sur toute l'histoire du nucléaire en France. Et l'histoire d'Alstom. L'histoire d'Alstom, donc c'est-à-dire depuis la fin de la guerre franco-prussienne, quoi. C'était 130 ans des bouquins sur le droit américain, donc l'extraterritorialité du droit américain, ça c'était un gros morceau et on n'y connaissait strictement rien. Enfin, et à l'époque c'était un sujet qui n'était pas connu, on en parle beaucoup plus maintenant. À l'époque c'était vraiment un sujet qui n'était pas connu. Il y avait un bouquin en France qui en parlait, le bouquin de Servan-Schreiber, je crois, c'était un ouvrage collectif. Il y avait un livre de quelques juristes qui avaient publié un ouvrage collectif là-dessus, c'était à peu près tout. On a également fait des recherches sur les affaires de corruption en elles-mêmes, donc ça veut dire qu'on est allé chercher... parce qu'il y avait des ONG ou des structures qui avaient couvert un petit peu, qui avaient... Sherpa. Sherpa, je ne sais plus comment... Il y avait Sherpa et peut-être d'autres. Peut-être Transparency International, je sais plus. Aussi, ils avaient produit des rapports. Ce genre de structure qui avait produit des rapports spécifiquement sur Alstom, donc qui avait un petit peu documenté quel pays, quel marché, quel pot de vin, quel machin, quel truc. On était allé voir aussi du coup les plaidés coupables sur le site, pas du FBI mais de la justice américaine, donc le bon gros document de 80 pages en anglais
avec le statement of fact et tout. Qu'on avait commencé par cette étape, en fait, c'était un mélange entre une veille classique et un recoupement d'informations. Et c'est là où on a commencé d'ailleurs à utiliser une espèce de méthodologie de l'intelligence économique, en fait, pour recouper un peu avec le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le sujet, l'affaire Alstom, donc c'est une affaire en fait qui est en 2014, qui est l'histoire d'une vente. Donc il y a à faire toute la chronologie de cet événement-là. Mais ensuite, il y a la vue plus globale, en fait, c'est-à-dire quels sont les sujets qui sont contenus dans le sujet. Et pour chaque sujet, définir des éléments à lire. Donc dans ce sujet, il y a l'extraterritorialité du droit américain. L'extraterritorialité du droit américain, je le redis. Voilà. On va tous avoir du mal. Il y a l'histoire d'Alstom, il y a le nucléaire en France, il y a comment créer une commission d'enquête, parce que du coup, il y a une commission d'enquête qui finalement ne s'est pas montée, c'est un des cœurs du sujet du film. Il y avait tous les protagonistes qui gravitaient autour de l'affaire, donc il fallait faire toute leur biographie, savoir quel rapport ils avaient avec l'affaire, quel rapport ils avaient entre eux. Connaître leur réseau, c'est un petit peu toute la cartographie qu'il y a à la fin du film. Donc il y avait tout un boulot comme ça. Il fallait défricher en fait beaucoup d'éléments. En open source, quoi. Mais ça prend énormément de temps. Parce que l'intelligence économique, c'est vraiment un travail titanesque. C'est de la collecte d'informations. Exactement, ouais. C'est en cela que ça se différencie de l'espionnage. Mais c'est pas mal. Et même pour les contacts, parce que du coup, vous étiez en études. Ça devait être compliqué du coup de pouvoir faire des contacts. Vous avez dit que vous avez contacté du coup des cabinets, des ONG. Mais est-ce que vous avez réussi à faire des contacts, je sais pas, dans le monde politico-financier? Bien sûr, on a vu des gens. En fait, dans un premier temps, on travaille tout ce qui est en source ouverte. Et une fois qu'on a terminé un peu globalement notre travail en source ouverte, on a des questions auxquelles on n'a pas de réponse en source ouverte. Okay. Et c'est là où il faut aller voir les sources qu'on pourrait qualifier de fermées. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas exprimés publiquement ou qui n'ont pas dit publiquement tout ce qu'ils avaient à dire. Et donc là, effectivement, on a vu des gens à Bercy, on a vu des députés, on a vu des gens qui travaillaient chez Alstom, enfin voilà. On était partis des deux auteurs, 4 points et Denessé, qui sont dans le film, qui étaient ceux vraiment qui avaient le plus bossé sur l'affaire Alstom, donc on les avait contactés. Mais à l'époque, effectivement, une des difficultés, c'était de se crédibiliser, quoi. J'imagine. T'es jeune. On avait des CV un peu vides. Ouais, enfin moi après je travaillais à cette époque-là, j'étais pas un étudiant. Moi, il y avait marqué que j'avais fait boulangerie et comme ça, quoi. Donc, mais du coup, on avait utilisé, en fait, il y avait une boîte de prod qui était montée par des copains. On avait utilisé vraiment une petite boîte de prod, voilà, et on avait utilisé leur logo et tout qui faisait assez pro. On le mettait dans les bannières, dans les machins des mails, etc. Ce qui faisait un truc très solennel en fait, mais très professionnel. Puis les premiers, on les avait approchés avec une brochure qui était bien bossée aussi. Je me souviens de 4 points, on lui avait même montré un petit prototype d'animation pour l'intro. Il y avait des images, quelques dessins, enfin une direction artistique. On s'était pas ramené les mains vides, quoi. On disait non, mais c'est un vrai film, on va vraiment le faire, donc prenez-nous au sérieux. Et puis ensuite, le sérieux, une fois que la personne a dit oui et qu'on lui montre tout ça, le sérieux, on le déployait tout simplement en ayant fait ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire que quand vous avez recoupé l'histoire dans tous les sens pendant des mois et des mois, que vous avez des questions très précises, très techniques, les types ils voient que vous n'êtes pas venu les mains dans les poches, quoi. C'est pas pour des rigolos. Vous avez eu beaucoup de portes fermées ou même pas tant que ça? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Pas spécialement. 2-3, je crois, qui nous ont pas répondu. Mais globalement, globalement, on a eu les gens qu'on voulait avoir. Et donc d'où l'intérêt en termes de stratégie de bien bosser son truc et ensuite au moment de l'approche d'être assez professionnel, que ce soit dans la rédaction du mail, que ce soit dans le ça peut servir pour d'autres personnes et pour d'autres sujets, hein. Et puis effectivement on avait apporté une brochure, on avait fait vraiment une brochure imprimée en couleur avec le titre du film, avec un pitch, avec machin, avec des visuels, donc tout de suite tiens, les petits jeunes ils ont l'air de faire quelque chose de pas trop mal, et dès qu'on discute on montre qu'on maîtrise le sujet. Et après la question de l'expérience ne se pose plus du tout en fait. Pour se donner un ordre d'idée, ce travail de collecte d'informations, etc., vous avez pris à peu près combien de temps? Moi, j'avais retenu 9 mois quand même. Moi aussi, c'est ça. Très long. Sachant qu'une enquête classique à la télé, le temps d'enquête, c'est-à-dire vraiment de préparation du sujet en gros, de ce qu'on en a compris, nous normalement 3 mois. C'est 3-4 mois, 3-4 mois. Donc nous on a fait 9 mois, après pas à plein temps, parce que comme je vous le disais, moi j'étais encore étudiant, donc il fallait que je gère les partiels et les exposés en rafale en parallèle. Mais on avait quand même investi un temps qui était largement au-dessus de ce qui se fait à la télé. C'est l'un des avantages d'ailleurs quand vous êtes en autoproduction, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, le temps qu'on veut. Enfin, après le temps, personne n'a de temps à l'infini, quoi. C'est ça le problème. Mais ça nous avait permis de faire un travail
vraiment approfondie. Ensuite, on essayait vraiment de montrer aux gens qu'on allait interroger qu'on avait bien bossé le sujet. Et c'est tout simplement ça, la plupart du temps, qui nous ouvrait d'autres portes, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir 4 points, il va te réorienter, il a le numéro de téléphone, ou il peut te recommander auprès d'eux, etc. Ma directrice de master à l'époque, je crois elle avait pris contact avec Alain Juillet parce qu'elle le connaissait. On y allait comme ça par des réseaux, mais par aussi un réseau de recommandations, quoi. On n'a pas appelé tout le monde dès le premier jour, on y allait petit à petit. Et à la fin de chaque entretien, que ce soit en off ou pas, souvent l'intervenant en question pouvait nous recommander auprès de quelqu'un d'autre. Ouais. Okay. Par exemple, on a eu Jean-Pierre Chevènement par... je sais plus qui, mais on était passé par la Fondation Respublica, on devait connaître quelqu'un, je sais plus. Et Chevènement lui-même nous avait donné les coordonnées d'Arnaud Montebourg, par exemple. Okay. Donc, un ancien ministre qui vous donne les coordonnées d'un ancien ministre. Ça, c'était un peu les boss de fin, quoi. On n'a pas commencé par eux. Ouais, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement par cercle concentrique, en fait. C'est-à-dire, vous partez de la personne qui est le plus à même de vous répondre. Puis une fois que vous l'avez convaincu, vous voulez avoir la personne suivante, etc. Et au fur et à mesure, ça vous mène vers la personne. Voilà, c'est une construction un peu stratégique pour avoir, surtout à l'époque, nous, vu qu'on n'a pas de nom, on n'a jamais rien fait et tout, on se sert de ça à chaque fois pour avoir le suivant, en fait. Okay. Et ça, justement, parce que donc, vous avez parlé de l'arbre à la fin de votre premier documentaire, on vous associait du coup les noms, les images et le rôle. Est-ce que justement, en concluant votre premier documentaire sur ça, surtout sur un sujet où vous l'avez dit qui était assez peu couvert à l'époque, est-ce que pour le second documentaire, vous avez eu des portes fermées? Est-ce que justement, vous avez une réputation, on va dire, vous étiez associé à un premier sujet épineux, et du coup, certaines personnes ne voulaient plus vous répondre à la suite? Non. Non, parce que ça a très bien marché. Ça a très bien marché, en fait. Ouais. Ça a très bien marché. En fait, du coup, ce film-là, en fait, on l'a autoproduit pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc, on l'a construit vraiment et on l'a vendu fini à une chaîne télé qui est la chaîne parlementaire, LCP. LCP n'a quasiment rien changé au film. Et donc, il est sorti comme ça. Et ensuite, ça a marché parce que ça a déclenché une commission d'enquête parlementaire. Ça a fait de très gros chiffres. Ça a rajeuni aussi considérablement l'audience de LCP. C'est eux qui nous l'avaient dit. Donc, on a fait de très, très bons chiffres à la télé, en replay, etc. Donc, au contraire, ça a marché, en fait. Mais ça a marché et ça pouvait se faire comme ça que parce qu'il y a eu une production avant qui était une production totalement indépendante et sur fond propre. Et un modèle comme ça qui ne se réplique pas une deuxième fois parce que vous n'y gagnez pas, en fait, en termes d'argent. C'est-à-dire, vous bossez 2 ans sur un film. Ça vous rapporte en termes de CV. C'est-à-dire qu'on a fait un film. On est très content, on adore ce film, mais ça vous rapporte pas d'argent, quoi. Oui. Vous pouvez pas le refaire après dans la vie active une fois que vous avez un prêt, voilà. Puis avec le deuxième film, la facilité aussi, c'est qu'on pouvait arriver avec le badge Arte, quoi. En gros, on travaille pour Arte, donc ça ouvre, ça aussi, ça crédibilisait à mort. Il y avait moins ce travail qu'on avait eu avec le premier film où il fallait apparaître un petit peu comme les premiers de la classe parce qu'on n'avait rien d'autre pour nous, en fait. Là, on arrive avec la certitude que le film va sortir et qu'il va sortir sur une grosse chaîne. Quand on faisait Guerre Fantôme, le film sur Alstom, les gens nous demandaient alors ça sort quand? On était là, on sait même pas à l'époque, on l'avait pas vendu à LCP, donc on savait même pas si ça sortirait. Ça pouvait très bien sortir sur Internet, en fait. Pour nous, c'était un peu ça le destin du film. Que ça finisse sur YouTube ou sur une plateforme ou un truc comme ça. Là, pour le deuxième, on avait le côté machine de guerre Arte. Ça vous crédibilise direct et les gens répondent d'autant plus, quoi. Est-ce qu'il y a eu un changement du coup dans la préparation pour le second documentaire, passé donc d'indépendant à, on va dire, contractuel? Est-ce que dans vos recherches, ça a pris beaucoup moins de temps? Est-ce qu'il y a eu des restrictions même au niveau des propos à tenir, ou c'était Alors, il y a une différence en soi entre les deux? Ouais, il y a une grosse différence. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, effectivement, Guerre Fantôme est sorti, ça a très bien marché, comme on a dit, ça a déclenché une commission d'enquête parlementaire, donc ça vous crédibilise énormément ensuite. Et après, sur Airbus, ça a été particulier parce qu'en fait, on a commencé l'enquête au moment du Covid. Donc en fait, l'enquête s'est beaucoup considérablement été rallongée.
Et par contre, oui, là, vous avez les chaînes immédiatement qui sont là, en fait. Là où le premier film, en fait, on a fait une enquête dans notre coin, on a fait un film dans notre coin, et on l'a vendu fini. Donc, quelque part, le diffuseur qui l'achète, il n'a pas grand-chose à dire, quoi. Enfin, il peut dire des choses, mais bon, si on veut pas, quoi. Là, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent des billes et qui mettent de l'argent dès le départ. Donc forcément, ils ont leur mot à dire dès le départ. Même si au départ, il n'y a pas eu de problème. Mais en fait, l'enquête a duré autant de temps, si ce n'est même plus de temps, que pour Gare Fantôme. Et de notre côté, en tout cas, la méthode qu'on a eue sur Gare Fantôme, on l'a démultipliée. C'est-à-dire que sur Gare Fantôme, on a dû rencontrer en off une vingtaine de personnes. Sur Airbus, on en a rencontré 100. Quoi. Ok. Ça n'a rien à voir en termes d'échelle. Parce qu'il y a une méthodologie qu'on avait utilisée, voilà, et qu'on a perfectionné ensuite. Mais en plus, les deux films sont assez différents parce que sur Alstom, il y avait déjà eu des enquêtes quand même très approfondies qui avaient été faites. Sur Airbus, il y avait eu des enquêtes, mais qui n'abordaient qu'à chaque fois qu'une petite partie du problème. Donc en fait, l'enquête globale était à faire en fait. Okay. Donc ce qui fait que oui, on a rencontré d'Airbus, on a rencontré une 50aine de personnes quand ça a été un énorme travail. Et il y a eu certains contre-coups du coup sur votre indépendance sur ce film, de bosser justement avec Arte, avec des carnets d'adresses différents, des investisseurs qui sont derrière, ça a été plus compliqué. Ah oui, vous devez discuter de chaque phrase qui est dans le film. Ouais, chaque phrase, chaque mot, chaque visuel, chaque couleur. Oui, ça c'est ok. Est-ce que le rouge il est pas trop vif ou pas? Est-ce que c'est pas trop Est-ce que voilà, il y a 4 avocats qui regardent le film. Enfin oui. Ça a rien à voir. Ouais. Ça a rien à voir. Et évidemment, forcément, ça joue sur notre. Le film a failli être en noir et blanc. Les animations en tout cas. Oui. Ouais. Et vous pourriez refaire un film justement avec Arte par rapport à ce côté-là, du coup, d'indépendance par rapport à vos choix, vos idées? Faut jamais dire jamais, surtout publiquement. Mais clairement, sur le coup, ça nous a refroidi. Ouais, clairement. Ça nous a un peu refroidi. Ouais. Après, il y a peut-être on en parlait récemment, il y avait peut-être un calendrier presque géopolitique en fait à l'époque, qui est que nous, on avait essayé de vendre ce film sur Airbus à partir de, grosso modo, 2018-2019. Ouais. Donc, on a signé en 2020. Et entre-temps, il y a eu un changement de présidence aux États-Unis. En fait, on était passé du Trumpisme au bidénisme, si on peut dire. Et on n'avait pas fait le rapprochement à l'époque, mais on se faisait la réflexion récemment qu'au début, quand on avait proposé Airbus, les gens avec qui on travaillait étaient hyper enthousiastes. Puis ils avaient vu Alstom, donc pour eux, c'était un peu ce genre de film qu'ils voulaient. Et c'est vrai qu'arrivé à mi-chemin de la production sur Airbus, le discours est devenu assez différent, quoi. Ça devenait, faut pas trop égratigner les Américains, quoi. Voilà, essayer de tout ramollir au maximum. Et c'est vrai qu'on n'avait pas fait le rapprochement en fait avec le changement, le fait de repasser au camp démocrate, c'est-à-dire un camp qui est plutôt supposément europhile et proche des Européens, etc., en particulier des Allemands. Dans la tête des gens d'Arte et des Allemands, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on leur a vendu un film qui critiquait l'impérialisme américain sous la période Trump, et ça, je pense qu'ils étaient bons clients, et que le film s'est fait aussi sous une période d'impérialisme américain, mais qui se voyait moins, qui est celui de l'administration Biden. Et là, tout à coup, peut-être que ça les gênait plus, quoi. Donc, il faudra voir aussi le contexte. S'il y avait quelque chose à refaire, je pense que ça dépend aussi en partie du contexte géopolitique. Là, s'il fallait refaire un truc qui égratigne un peu les Américains en ce moment, je pense qu'on trouverait des portes ouvertes beaucoup plus facilement, quoi, depuis la dernière élection. Donc voilà, après c'est une spéculation, on n'a pas de preuves, mais on se faisait la réflexion que ça a sûrement joué en fait rétrospectivement. Les changements de pouvoir, ça reste la première chaîne de documentaire d'Europe, Arte. Donc ça a un impact malgré tout, c'est vu par énormément de gens. Donc peut-être quand même en termes de relations internationales, en fait, le discours qu'on vous pousse plus ou moins à avoir, il dépend aussi du contexte, quoi. Et il y avait l'Allemagne, c'est-à-dire que c'est un film qui n'était pas uniquement financé par les Français, c'est-à-dire qu'Arte c'est à cheval entre l'Allemagne et la France. Et pour le coup, c'est pas le cas de tous les programmes d'Arte, hein, mais pour le coup, il y a à la fois la France et l'Allemagne qui donnaient de l'argent. Et qui dit donne de l'argent veut dire avoir un avis sur le film. Et du coup, on a subi la politique allemande et la vision qu'ont les Allemands des États-Unis à l'intérieur de la production du film. C'est-à-dire que grosso modo, les Américains, ils nous ont sauvés. Enfin,
Bon, ils les ont battus même à l'époque, mais bon, peu Ils importe. les ont sauvés d'eux-mêmes. Mais, voilà. Ils les ont sauvés d'eux-mêmes. Il faut pas trop les critiquer. Le problème, c'est les Russes. Et puis les Français, vous avez beaucoup quand même de bombes nucléaires et de services de renseignement. C'est pas bien. Voilà, donc on a beaucoup subi en fait ça durant le film où les Allemands essayaient constamment de dévier le sujet du film. Ce qui crée énormément. Et vu que Arte se plie à chaque fois, un peu comme dans l'Union européenne. Le mot guerre économique n'est jamais prononcé par la voix off. Ouais, alors nous l'ont fait effacer, quoi. Ouais. Alors que visuellement, ça se voit que c'est de la guerre économique. Il y a des aigles géants qui font leur sang. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, dans la voix off même, je crois que effectivement, le terme guerre économique est quasiment jamais prononcé. Ou alors, il est prononcé, mais en citation. Okay. Un tel a dit que. Ouais, ok. Donc effectivement, en fait, on a retrouvé un peu la situation que parfois on peut avoir entre l'Allemagne et la France, c'est-à-dire la France dit que, l'Allemagne dit non, et la France cède sur à peu près tout. Et en fait, on a eu la même chose, c'est-à-dire qu'Arte à chaque fois sur injonction des Allemands, alors qu'ils étaient minoritaires dans les fonds qu'ils versaient, mais largement minoritaires. À chaque fois, la France, les Français d'Arte France disaient faut que les Allemands soient d'accord. Et donc du coup, comme ça, ils ont fait pression pour à chaque fois niveler le sujet du film. Il se trouve que le film s'en sort bien, mais 80% ce qu'on voulait. Mais c'est pas la même liberté ni le même état de fatigue où on ressort, parce que Airbus c'est 3 ans de travail. Ouais. Oui, on n'est pas du tout quasiment à plein temps, à 2 ans et demi à plein temps. Voilà, donc c'est en bonne partie ces histoires-là, c'est pas que le Covid, faut être honnête, c'est en bonne partie ce genre d'histoire, parce qu'on a réécrit, je sais plus combien de versions du film, quoi. Ouais. Donc ça c'est chronophage et après c'est pas de la c'est pas de la censure bourrin, c'est juste c'est la réunionnite aiguë, quoi. On refait des réunions et puis la réunion permet de décider de la date de la prochaine réunion. Ouais. Et la réunion, à chaque fois, on va déplacer des virgules, des trucs. Enfin, ça a un côté très ministériel, administration française, quoi. Et en fait, c'est un résultat très concret, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps, quoi, la production. Et, les budgets suivent pas. Et les budgets ne suivent pas, donc ça. Quand vous travaillez plus longtemps sur quelque chose et que vous êtes payé quasiment pareil, ça a un impact en fait sur votre morale et on espère que vous allez céder. Ouais. Parce que oui, c'est ça. Ouais. Et ça fonctionne plus comme ça en fait. C'est pas Bernard-Henri Lévy au conseil de surveillance d'Arte qui descend de son donjon sur son dragon maléfique pour vous censurer. Ça marche pas du tout comme ça. Je le dis parce que beaucoup de gens nous posent la question, ce fantasme-là. Je pense pas qu'ils regardent les films que produisent Arte. Non, voilà, c'est vraiment le côté un peu petite réunion de... puis il y a telle phrase, il y a telle couleur, il y a tel machin... Lui, il a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifiable? Il faudrait passer 3 semaines de plus à le vérifier. Alors, une fois, c'est des choses un peu dérisoires. Bon, voilà. Du coup, ça s'étend. Au final, on a à peu près le film dans les grandes lignes qu'on voulait. Oui, dans les grandes lignes. Oui. On a à peu près rien cédé en fait. Et ce qui est marrant peut-être pour revenir au sujet de l'intelligence économique, c'est qu'en fait il y a un gap entre le moment où on fait le documentaire sur Alstom et le moment où on fait le documentaire sur Airbus. C'est-à-dire qu'en fait au moment où on fait le documentaire sur Airbus, on se rend compte qu'en fait ce qu'on expliquait dans le documentaire sur Alstom au niveau des autorités françaises est le discours officiel. Alors je sais pas si on se comprend bien, c'est-à-dire qu'en fait quand on est confronté aux Allemands, les Allemands ils nous disent: mais est-ce que vous êtes sûr que les Américains, vraiment, s'ils luttent contre la corruption, c'est pas uniquement pour lutter contre la corruption et faire le bien. Et pour les convaincre, on est obligé de s'appuyer sur des rapports du gouvernement français qui sont faits vraiment après l'affaire Alstom pour dire: ah bah oui, les Américains, s'ils luttent contre la corruption, c'est en fait pour torpiller des entreprises concurrentes. Et donc en fait, au moment quand on réalise Airbus, on se rend compte que ce qu'on a fait sur Alstom, pas que nous, notre documentaire a eu un impact, Jean-Michel Quatrepoint a eu un impact, le cadre d'Alstom aussi qui avait été incarcéré, qui maintenant est connu, qui s'appelle Frédéric Pierucci, a écrit un livre qui a eu énormément d'impact, et on se rend compte que c'est devenu une doxa officielle, alors sous Donald Trump aussi, faut être honnête. Ouais, ça aussi, c'est assez contextuel après, en fait, mais est devenu la doxa à ce moment-là du gouvernement français. Donc nous, on n'est pas du tout dans le même... on n'est pas, alors que le premier, on dévoilait quelque chose qui n'était pas connu. La deuxième, en fait, on se rend compte sur le documentaire suivant que c'est devenu quasiment la doxa du gouvernement français, en fait. Ce qui fait bizarre. Complètement. J'imagine bien. Alors c'est... Du coup, on se retrouve à interviewer un député macroniste
dont j'ai oublié le nom là à l'instant, celui qui avait écrit le rapport. Raphaël Gauvin. Raphaël Gauvin, qui est sur une position vraiment extrêmement offensive vis-à-vis des États-Unis, mais vraiment, et pas que dans les textes, dans les mots aussi. Oui, ça aurait pu être du Mélenchon, quoi. Ouais. Donc c'était très, très particulier, quoi. Voilà. Mais ça, justement, vous nous aviez donné l'anecdote de la diffusion du documentaire Alstom sur LCP, donc la chaîne parlementaire. Et si je me souviens bien, vous nous avez dit que à ce moment-là, l'Assemblée avait été surprise en fait de ce documentaire, comme si, grosso modo, une importante partie de la classe politique française découvrait une affaire d'État. Ah oui, complètement. Et qu'en fait, ces gens-là qui dirigent en partie n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ah oui. Comment ça s'explique, entre guillemets, à cette époque-là? Comment ça peut se produire, ça? Ah bah en fait, bon, les députés sont aussi moyens que peuvent l'être la plupart des journalistes ou même des... Voilà, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas trop les sujets. Et en fait, encore une fois, ce sujet avait été traité par les médias comme un sujet d'une vente, qui pouvait avoir des impacts un peu sociaux et tout, mais qui n'avait pas du tout été mis en lumière comme un coup qui avait été porté à notre industrie nucléaire, qui était très fort en fait. J'avais retrouvé, tu sais, les extraits de BFM de l'époque, il y a quelques mois, parce que j'avais réécrit un article sur cette affaire 10 ans après. Et les extraits de BFM, c'était... mais on est vraiment négatif en France. Il y a un super groupe américain qui nous rachète une boîte française. Ça montre déjà qu'on a des super boîtes. Ça montre qu'on est un pays attractif. Il y a vraiment qu'en France, on ne va pas se réjouir de se faire acheter. Enfin, c'était vraiment le discours... Et regardez, le patron de General Electric dit qu'il va sauvegarder des emplois. Vous vous rendez compte? Il va sûr, sauvegarder des bien emplois. Sûr. Oui, bien sûr, il les a vachement bien sauvegardés. C'est tout le raisonnement crétin sur l'attractivité du territoire, quoi. Moi, c'est un truc qui me sort par les yeux. C'est le côté, mais regardez, on a plein d'investissements étrangers, on a un territoire hyper attractif. Oui, c'est sûr, si tu te fais racheter 100% de tes boîtes sur l'indice d'attractivité d'investissement étranger, tu vas crever le plafond. Mais c'est pas forcément... une bonne nouvelle. Je ne dis pas qu'il faut refuser tout investissement étranger, évidemment pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas attirer des entreprises étrangères sur notre sol, mais là, c'est plutôt une entreprise étrangère qui a un peu siphonné ce qu'on avait chez nous pour le ramener chez eux. Donc, ce n'était pas tout à fait ce cas de figure. Et il y a un... Du coup, les politiques avaient retenu ça, en fait. Les politiques avaient beaucoup retenu ça. L'extraterritorialité du droit américain, déjà, le mot est compliqué. Mais alors, il y a certains députés qui avaient fait un rapport sur le sujet, mais qui était quand même assez confidentiel. En 2015. C'est Karine Berger et Monsieur Lelouch. Et Pierre Lelouch. Donc, eux avaient déjà appris un peu le sujet. C'était des députés aussi qui étaient assez, je pense, proches des services de renseignement, qui, eux, étaient déjà quand même un petit peu sensibilisés sur ce sujet, même s'ils n'avaient pas vu venir l'affaire Alstom. Mais globalement, ils étaient quand même un peu sensibilisés, donc du coup il y avait quand même eu quelques députés qui connaissaient ce sujet-là, mais globalement les députés connaissaient pas. Et effectivement, LCP, c'est la chaîne parlementaire. Si vous êtes déjà allé à l'Assemblée nationale, il y a des chaînes télé. En fait, les chaînes télé diffusent le LCP. Donc en fait, voilà, le film est passé dans toute l'Assemblée nationale et on montrait à ce moment-là qu'il y avait une commission d'enquête parlementaire qui n'avait pas été montée et qui avait probablement été torpillée. Donc effectivement, ça a remué dans les brancards assez violemment. Et du coup, le soir même, il y a un député républicain qui dit, Olivier Marleix, qui dit on va monter une commission d'enquête. Et celle-là, elle aura lieu. Voilà. Donc elle a eu lieu, effectivement. Je ne sais pas à quoi elle a servi, mais elle a eu lieu. Voilà. Sur ces deux documentaires que vous avez pu réaliser, est-ce qu'il y en a un des deux où vous êtes le plus fier? Parce qu'on est quand même sur deux documentaires différents, que ce soit dans l'approche, le travail, le temps. Le premier, ouais. C'est peut-être un peu plus rookie, un peu plus étudiant sur le temps personnel qui vous intéressait. Ouais, déjà, rétrospectivement, il y a quand même un peu cette liberté qui n'y avait pas dans le deuxième et qui du coup n'était pas source de conflit avec qui que ce soit. Et non, tout simplement, l'affaire Alstom, c'est une affaire plus spectaculaire aussi. C'était vraiment un peu la pépite. C'est un sujet comme vous en trouvez une fois tous les 10 ans, quoi. Ça reste... moi, je continue d'halluciner à chaque fois que j'entends quelqu'un dans l'opposition. Une fois sur deux, il va parler de cette affaire, alors que ça commence à dater, mais c'était vraiment quelque chose qu'on a sorti au bon moment et qui était au carrefour de tous les sujets qu'on a évoqués. L'affaire Airbus, elle est beaucoup plus complexe à comprendre et puis entre guillemets elle est moins attrayante parce qu'elle se finit bien finalement, c'est-à-dire qu'à la fin Airbus survit.
Alors dans le cas d'Alstom, à la fin, le héros meurt, donc c'est un peu plus mémorable comme Ouais, fin. on préfère toujours les histoires un peu plus tragiques. Hein. Bah, c'est ça, c'est comme les infos, vous diffusez pas des bonnes nouvelles sur BFM ou CNews, quoi. Donc voilà, oui, le premier, on a un certain attachement, parce il y a eu aussi cet impact médiatique auquel on ne s'attendait pas du tout. Je me souviens quand ils ont annoncé qu'ils ouvraient une commission d'enquête, on était en train de bouffer au resto parce qu'on fêtait la diffusion du film avec toute l'équipe. Et puis on voit ça sur Twitter. Enfin, on a un peu halluciné, quoi. Ouais, c'est un peu lunaire. Pas du tout à ce que ça déclenche quoi que ce soit, en fait. Là où le deuxième est plus tortueux, plus compliqué et beaucoup plus abouti en termes formels, évidemment. Enfin, on est des cinéastes, donc on aime aussi quand c'est joli, quand c'est bien traité. Alors oui, on a des très belles reconstitutions, des animations qui n'ont rien à voir, qui sont carrément un cran au-dessus. Mais l'essence même de l'histoire est moins attractif, quoi. C'est une histoire plus tortueuse qui se finit bien, alors qu'Alstom, ça se déploie de manière assez limpide et on voit qu'il y a un scandale à la fin, donc c'est plus fort en fait en termes émotionnels. Voilà. Donc, vous travaillez actuellement du coup sur un nouveau projet d'étude après ces deux films. Vous nous aviez parlé quand on s'était vu un peu avant d'un projet sur du coup Joseph Fouché. Est-ce que c'est un projet qui va avoir lieu ou est-ce que ça va s'abandonner pour l'instant? Et sinon, est-ce qu'il y en a d'autres? Ce qui va avoir lieu, on ne sait pas, mais on y travaille en tout cas. En tout cas, c'est un projet sur lequel on discute avec des boîtes de prod depuis pile un an là. Mais c'est une idée qu'on a depuis peut-être plus de 5 ans en fait. C'était à la même époque qu'Airbus, on avait élaboré ces deux sujets, l'affaire Airbus. Et Fouché, alors qui est Fouché en 2 mots? C'est intéressant de comprendre justement pourquoi ce personnage, parce qu'il a un rôle important, il a joué un rôle important. Alors en fait, ce serait une série documentaire historique telle qu'on l'imagine et qu'on essaye de la vendre en termes de format. C'est un personnage historique en fait qui apparaît au début de la Révolution française. Et c'est un personnage qui est un homme d'État en fait, mais qui va traverser tous les régimes à partir de la Révolution. Donc il va commencer comme député, je dirais girondin, centriste, un modéré quoi, dans le clivage politique de l'époque. Et puis au moment de voter la mort du roi, il va faire un drift à 180 degrés, full extrême gauche. Il va dire on le décapite. Et il va se retrouver instantanément, même à l'extrême gauche de Robespierre. C'est pour vous dire si le type a changé de veste assez rapidement. Et voilà, puis ensuite, on l'envoie à Lyon pour Lyon qui s'était rebellé contre Paris pendant la Révolution. Donc, il s'agissait... Alors déjà, l'armée a repris le contrôle de Lyon en battant les insurgés, mais ensuite, ils ont envoyé un type pour se venger, entre guillemets, de la population et leur dire, on va vous faire payer votre trahison aux valeurs de la République. Et donc, ils envoient Joseph Fouché avec l'ordre écrit de raser Lyon, en fait. Carrément, parce que c'était ça à l'époque. L'expression tirer à boulet rouge vient de là. Lyon était en feu. Les mœurs politiques. Et alors, il va pas raser Lyon parce que lui-même est pas totalement dingue, mais en tout cas, dans la frénésie, il y a vraiment un décret avec marqué la République décide d'éradiquer la ville de Lyon, qui sera rebaptisée ville affranchie. Donc, même le nom de Lyon devait disparaître, quoi, tellement c'était... Et ils envoient Joseph Fouché parce que c'est quelqu'un qui apparemment est très volontariste, vu qu'il avait fait quelques tournées en province juste avant ça pour mobiliser des troupes, des conscrits, pour prendre les richesses des aristocrates, des bourgeois, enfin mettre tout le monde à contribution en mode soit vous le faites, soit voilà quoi. Et donc il l'envoie à Lyon et il va garder le surnom ensuite toute sa vie de mitrailleur de Lyon. Donc je vous laisse deviner pourquoi, mais il va faire assassiner à peu près 1500 civils. Et puis de manière crade, quoi, en mode il leur tire dessus au canon, enfin à la mitraille. Pour économiser des balles. Hein. Voilà, parce que on finit au sabre après. Il finit au sabre pour ce... Voilà, donc il va revenir de là, et là il va y avoir un changement encore de... Enfin, non, je me mélange un petit peu, mais en gros il va avoir une sale réputation à partir de Lyon, ce qui se comprend. Et là, il va encore changer de veste, il va passer de full extrême gauche à je vais m'opposer au méchant tyran Robespierre. Parce que Robespierre, en fait, comptait se débarrasser de lui, parce que même pour Robespierre, Fouché était trop radical. Donc il faisait partie des prochains sur la liste à raccourcir au niveau de derrière les oreilles. Et donc Fouché va comploter en fait, pour faire tomber Robespierre. Il sera l'un des personnages clés
en fait, de la chute de Robespierre. Et c'est ça le fil rouge de la vie de cet homme, c'est qu'il va trahir à peu près tout le monde. Il va trahir... Déjà, il va trahir la monarchie en votant la mort du roi alors qu'à la base, il ne voulait pas. Il va trahir Robespierre, il va trahir différents mécènes qu'il aura par la suite, notamment en favorisant Napoléon. Puis il trahira Napoléon, c'est lui qui lui fait signer son abdication à Waterloo. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce monsieur, c'est que c'est un peu... Nous, on trouve que c'est le premier prototype du politicien au sens méprisable du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est opportuniste, qui change de veste tout le temps. Et il va passer de ce parcours de modéré à extrême gauche à ministre de l'Intérieur sous Napoléon. Donc, il passe de, je sais pas moi, on va faire le grand écart, il passe de Louis Boyard à Retailleau, si vous voulez, en 10 ans, si on prend des analogies historiques. Et à chaque fois, il va trahir tout le monde, il va faire en sorte de survivre à tous les régimes, à tous les changements de régime. Et il va aussi mettre en place en France la première architecture de renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage. Donc il y a aussi c'est quelqu'un qui va avoir un énorme impact aussi sur la culture, et c'est là qu'on arrive au lien avec le sujet d'intelligence économique et de renseignement qu'on a en France. Ce côté police très efficace dans le renseignement intérieur surtout. Ça vient aussi de ce personnage, Joseph Fouché, qui faisait même espionner Napoléon par Joséphine. Joséphine était un de ses agents. Il l'a payé, il lui remboursait ses dettes pour avoir des infos sur Napoléon. C'est lui qui a créé tout ce système où il y a des mouchards et des indicateurs dans tous les troquets, dans tous les restos, dans tous les milieux sociaux pour avoir une espèce de cartographie de l'opinion publique. Éventuellement aussi faire taire des gens gênants, mais c'était pas... contrairement à ce qu'on pourrait penser de par sa jeunesse un peu turbulente, Fouché n'était pas non plus en mode répression à tout prix, quoi. Okay. Il était vu comme quelqu'un de raisonnable qu'il faut aller voir quand on a un problème pour négocier, quoi. Okay. C'est pas Staline non plus, quoi. Donc voilà, on aimerait faire une série historique sur ce personnage. C'est vraiment le renseignement comme moteur et action de l'histoire, en fait. C'est ça. Et puis... C'est ce qui fait qu'il survit à chaque fois, en fait, Fouché, c'est qu'il a toujours un coup d'avance sur ses ennemis. Il vote la mort du roi parce que 3 heures avant, il fait un petit calcul au niveau des députés. Il comprend que va être voté de toute façon à 2 voix près, donc autant qu'il soit dans le camp des vainqueurs. Et il fait ça à chaque fois. Et quand il revient de Lyon, en fait, il se présente comme un modéré en disant que mais non, regardez, on m'accuse à Lyon de ne pas y être allé assez fort. Il arrive toujours à jouer sur les 2 tableaux pour embrouiller tout le monde. Et voilà, puis ça devient l'homme le mieux renseigné de Paris. Enfin, c'est une espèce de personnage un peu fascinant aussi il est répugnant, mais il est fascinant aussi par certains aspects, quoi. Il aurait pu même être ministre des Affaires étrangères, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, au fond. Il aurait voulu conduire la diplomatie de la France. Il avait même une diplomatie parallèle de Napoléon. Il négociait avec les Anglais. Avec l'Angleterre, c'est pour ça fait partie de ces controverses aussi, une espèce de trahison un peu dans le dos. C'est sûr. Mais Napoléon l'a viré 2 ou 3 fois, il l'a repris à chaque fois. Parce qu'il était bon. On peut pas s'en passer. C'est un type dont on ne peut pas se passer parce qu'il est... Sans le sel, c'est fade. Il est vicelard, il est sulfureux, mais... Non, mais c'est intéressant quand même comme personnage. Donc on travaille là-dessus. Après, c'est compliqué à monter. Les documentaires, de manière générale, c'est compliqué à monter. Pour Airbus, ça avait pris 2 ans à peu près entre le moment 2 ans et demi, où on a fait notre plaquette et le moment où on commence. 2 ans et demi. Parce que y a des commissions, ça doit passer par tout un tas de filtres en fait pour valider un projet, pour qu'il se fasse, pour budgétiser tout ça. Et encore une fois, avec Alstom, on a commencé sans préalable, quoi, parce qu'on s'est dit on va bosser là-dessus, donc on bosse là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est 2 systèmes de production très différents, avec des avantages et des inconvénients, mais dans les 2 cas, il y a des contraintes. Dans le premier cas, vous allez à la contrainte du fric parce que vous n'en avez pas ou très peu. Et dans le deuxième, vous avez du budget, mais vous êtes subordonné aux gens qui vous donnent le budget, comme partout, j'ai envie de dire, comme dans toute entreprise. Normal. Et puis, il faut trouver... c'est un jeu de négociation, quoi. Comme sur le contenu du film, il faut... Encore une fois, il n'y a personne qui vient vous censurer comme ça avec un coup près. C'est de la négociation, de la discussion. C'est vraiment du rapport de force, en fait.
comment est-ce que vous préservez votre vision tout en faisant des compromis jusqu'à un certain point, quoi. Ouais. D'où l'intérêt de garder le montage chez soi du film. D'où l'intérêt Et que de ne ce soit pas l'un des déléguer deux le montage à la réalisateurs qui production. fasse le montage. Il faut surtout pas externaliser cette compétence, sinon S'il faut couper quelque chose, ça passe par moi. voilà. Ils sont obligés de t'appeler. Et puis, Et sinon, il y a des thèmes ou des sujets qui vous intéresseraient, sur lesquels vous aimeriez réaliser quelque chose, au-delà du coup de Joseph Fouché. Vous n'avez pas eu de discussion on en peut-être parlait par tout à rapport à l'heure, cela mais je sais pas. C'est Pour peut-être l'instant, un ça peu reste un peu naturel, vague. Pour l'instant, ça reste un peu vague. Mais c'est vrai que tout ce qui peut toucher, même à des enquêtes, même criminelles, pourquoi pas, on commence à y réfléchir. Ouais. Ok, très bien. C'est toujours Mais là, passionnant. ouais. Donc, S'éloigne Ouais, du ouais. sujet. On vous laisse quoi. baptiser, ouais, on vous laissera le faire vous-même. Ouais. Moi, c'était un sujet sur l'extraterritorialité, si j'arrive à bien le prononcer. Ouais, c'est bon. Bravo. Tu fais mieux que la plupart des députés, c'est bien. Dans votre documentaire sur Airbus, donc vous expliquez un peu la superposition des différentes lois d'extraterritorialité. Là, j'ai raté. Entre donc anglais, américain, français, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une situation qui, à dire, politique et économique en France qui est complexe? Est-ce que vous pensez, et là on va être un peu sur c'est un sujet on va dire un peu politique, mais c'est de la prévision. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être un rôle de l'Union européenne à jouer dans toutes ces lois d'extraterritorialité, qui a peut-être un moyen de subsistance à travers l'Union européenne pour la France, si on est par exemple, on l'a vu que là, les Américains, le protectionnisme revient, les Chinois commencent à développer leurs propres lois. Est-ce que pour la France, il y a un moyen de survivre, ou est-ce qu'un Airbus ou un Alstom va se répéter, voire peut se répéter? L'Union européenne. L'Union européenne. En fait, c'est pourquoi on est un peu circonspect, c'est parce que la question s'est beaucoup posée durant Airbus. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'une entreprise qui est quand même à échelle européenne, en tout cas, qui précède l'Union européenne, en fait, qui n'est pas liée à l'Union européenne, mais qui est à échelle européenne. Donc, tout d'un coup, on pense à l'Union européenne. Et du coup, Arte nous a beaucoup tanné pour que l'Union européenne intervienne dans le documentaire. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'en fait, il n'y avait rien. Ah, d'accord. Rien. Bon. Mais vraiment rien. Il n'y avait rien. Et au-delà de ça, il n'y avait rien côté allemand non plus. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il n'y a ni loi ni rien contre ces sujets. Parce que c'est même pas un sujet en Allemagne, en fait. Il n'y a pas de... Mais même au-delà de ça, il n'y a pas de formation à l'intelligence économique de ce qu'on en a vu. Enfin, il n'y a pas de colloques. Nous, on a tout le temps des colloques en France. Tous les mois, il y a au moins un colloque avec, je sais pas moi, Lila Haïdi ou Olivier de Maison Rouge ou Nicolas Moinet. Il y a plein de vidéos sur Internet aussi. Nous, on avait constaté qu'il n'y avait pas l'équivalent en Allemagne et que ça avait l'air finalement de se répercuter au niveau européen, c'est-à-dire que c'était pas un sujet qui faisait consensus en fait au niveau des États membres. Alors, je vous avais montré un tableau en cours que j'ai plus en tête, mais qui montrait quel pays... En gros, les seuls pays qui avaient envie de parler d'extraterritorialité, de chercher des solutions pour se prémunir de ça, de mémoire, c'était la France et les Anglais, enfin la Grande-Bretagne. Ouais. Le Royaume-Uni, pour être plus précis. Et sauf qu'entre-temps, il y a eu le Brexit, donc les Britanniques ont repris le large, donc ça a laissé la France toute seule. Et en face, vous avez tout un tas de pays qui, soit à 80% s'en fichent ou sont neutres ou savent pas ce que c'est. Et ceux qui voyaient ce que c'était, ils étaient plutôt pour ne rien faire parce qu'ils avaient peur que ça contrarie les Américains, en fait. Avec la menace russe, ce qui a augmenté depuis. Voilà, donc est-ce que ça a changé depuis c'est possible qu'il y ait eu des débats ou des choses. Après, il n'y a pas eu de loi de fond, d'architecture globale, à ma connaissance. Et à mon avis, ça n'aura pas lieu parce qu'avec l'invasion russe en Ukraine, je pense que tu as beaucoup de pays dans l'Union européenne qui ne veulent absolument pas froisser les États-Unis. Non. Donc tout ce qui reste, et c'est un petit peu malgré tout la thèse qu'on a avancée dans l'affaire Airbus, c'est que c'est la France seule qui gère ces dossiers et qui a montré qu'elle était capable jusqu'à un certain point. C'est pas parfait, il y a des zones d'ombre et quelques documents, il est possible qu'ils soient passés par les trous de la raquette. Mais n'empêche que la France, avec un peu de volontarisme et pas tant de moyens que ça finalement, a réussi à traiter le dossier.
Et depuis, alors il faudrait voir le PNF, mais je sais que le PNF a traité des dizaines d'autres cas depuis. Alors aucun n'est aussi spectaculaire. Ouais. Mais ça reste, en tout cas, eux, ils tournent à plein régime. Et voilà, à ma connaissance, il n'y a pas d'évolution notable au niveau européen. Et comme dit David, face à la Russie en Ukraine, je vois mal les pays baltes dire oui, on va faire des sanctions de réciprocité contre les Américains. Je vois mal la chose se faire. Puis surtout qu'avec Trump, c'est très bilatéral. Je crois qu'il a dit d'ailleurs qu'il ne reconnaissait pas von der Leyen comme une interlocutrice et qu'il irait uniquement d'État à État. Ouais. Non, puis l'autre problème qui se pose avec l'extraterritorialité au niveau européen, c'est que est-ce que si ça avait existé à l'époque de l'affaire Alstom, est-ce que les autres pays auraient eu intérêt à empêcher qu'on se fasse bouffer Alstom, par exemple. Les Allemands eux-mêmes avaient des vues sur Alstom. Siemens voulait racheter la branche énergie d'Alstom aussi. Est-ce qu'ils auraient eu intérêt à protéger d'une déstabilisation juridique américaine ? C'est pas sûr, et là on en revient au débat sur... on n'a pas les mêmes intérêts nationaux. Ouais, le couple franco-allemand. Créer une législation unique pour des pays qui en fait sont au mieux en compétition et au pire des adversaires acharnés, notamment sur les questions d'énergie, ça commence à se voir. Je sais pas trop si ça aurait de sens, après, voilà. Après c'est l'Europe, quoi. Vous avez parlé longuement de l'Allemagne, notamment pour votre reportage avec Arte. Vous avez eu une audition au sein de l'OCDE. Est-ce que depuis, vous avez observé des changements de la politique allemande au niveau des lois, par rapport aux lois extraterritoriales, pardon, moi non plus, j'y arrive pas, face aux actions extraterritoriales américaines? Est-ce que vous avez observé un changement de politique des Allemands, ou pareil, la France reste leader européen en la matière de l'intelligence économique? On va être honnête, on n'a pas vérifié. Non, on n'a pas regardé. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu... ça m'étonnerait qu'il y ait eu quoi que ce soit. Parce que l'Allemagne a quand même des industries qui sont compétentes, notamment par exemple l'automobile. Est-ce que c'est des choses qui ont eu des vues américaines? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ça? C'est pas non plus quelque chose dont Je pense que la grande crainte des Allemands, c'est de ne pas pouvoir vendre leurs automobiles aux Américains. Je pense que c'est ça leur grande crainte. Ouais. C'était déjà leur grande crainte sous Trump 1, et sous Trump 2, maintenant ils sont perfusés au gaz naturel liquéfié américain, donc je pense qu'ils vont d'autant moins la ramener là-dessus. Donc voilà, pour être entièrement transparent, on n'a pas vérifié ce point-là sur le plan réglementaire précis. Ça m'étonnerait qu'ils choisissent ce moment-là pour se réveiller, mais après tout est possible. Mais on n'en prend pas la direction en tout cas, non. Ouais, ok, très bien. Je pense qu'on peut conclure sur ça. C'est la fin de ce podcast. C'est aussi, je galère à le dire, c'est complexe. Merci beaucoup, David Gendreau et Alexandre Lerettre. C'était un plaisir, merci à vous. D'avoir pris de votre temps, d'être prêté au jeu du podcast avec nous et de répondre à nos questions. N'hésitez pas à partager ce podcast et de nous suivre sur Instagram et LinkedIn, suivre nos brèves d'actualité et nos analyses sur le thème de l'intelligence économique. C'est évidemment toujours apprécié. Merci et à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci messieurs.